est Gérard Kiger. Je suis retraité de longue date parce que je suis âgé de 87 ans. Et quand il faut parler d'Algérie, les souvenirs remontent très vite, mais ce sont des souvenirs de terrain. Essentiellement de terrain, c'est-à-dire de la parenthèse qu'ont connue dans leur vie les jeunes gens de l'époque, dans le Djebel, en ayant passé du bal du samedi soir au Djebel. Est-ce que toi, en arrivant là-bas, tu t'es rendu compte que c'est plus qu'une opération de maintien de Ah bah bien sûr. Ah bah oui, on s'est rendu compte, c'est une réalité qui est venue vite à nous, très vite. Et on s'est rendu compte que le maintien de l'ordre, c'était en fait compte un affrontement. On sentait que c'était une guerre déjà. On nous a pas dit qu'on partait pour une guerre. Hein. Quels étaient les principaux acteurs pendant la guerre? Ah bah c'était nous, les jeunes gens du contingent, avec évidemment des militaires de carrière, il y en avait. Et ils nous encadraient bien. Et d'ailleurs, la fraternisation des uns avec les autres, c'est-à-dire du contingent avec les militaires de carrière, c'est très vite fait. Alors, les événements commandaient cette fraternisation. Là, ce qu'on appelait la fraternité d'armes. C'est peut-être la fraternité la plus réelle que j'ai jamais ressentie. Elle était spontanée, elle sortait des tripes. Le militaire de carrière, il était comme nous dans les turbulences du terrain. C'était une fraternité ressentie dans les tripes. Qu'est-ce qui a forgé ou quelles opérations ont forgé cette fraternité sur le terrain? Ah bah, moi avant d'être libéré, on est tombé dans une sorte d'embuscade 3 mois avant, je crois, avant la libération. On était en commando. Hein. On n'était pas une armée, on était une quinzaine de militaires. Donc on est tombé dans une embuscade qui aurait pu nous coûter le non-retour, mais on en est sorti. Et j'ai ressenti à ce moment-là qu'on était les uns pour les autres, c'est-à-dire que si on devait se défendre notre peau, on le faisait parce que on était rassemblés dans les mêmes dangers. La cohabitation du danger faisait qu'on se défendait les uns pour les autres. On se défendait pour sa propre peau, mais on se défendait aussi pour la peau du copain. Ben, je reviens à cette fraternité d'armes qui est peut-être, par essence, la seule fraternité qui ne soit pas commandée. Et comment ça s'est fini cette embuscade? Ces embuscades, j'en ai pas vécu beaucoup. La seule que j'ai vécue, la plus terrible, on en est sorti, celle dont je viens de faire la relation, 3 mois avant la libération. On en est sorti, alors donc, elle ne nous laisse pas vraiment une mémoire, comment dirais-je, ensanglantée. Non, on en est sorti. Mais elle fut terrible à vivre quand même, parce que nous nous étions réfugiés au sommet d'un promontoire, les félagas étaient tout autour de nous en bas, et on les entendait gueuler. On les entendait gueuler, et ils voulaient nous couper les couilles. Ben, fort heureusement, l'aviation nous a délivrés. Rapidement et d'une manière prodigieuse. Parce qu'elle a été obligée de tirer très près de nous. Elle a fait des dégâts parmi les félagas, sans en faire parmi nous, heureusement. Ah, c'était quand même des instants difficiles à vivre. À ce moment-là, on a tous ressenti qu'on pouvait y laisser notre peau, c'est-à-dire que ne plus revoir la famille, quoi. Et il y avait plusieurs moments comme ça où tu sentais, où tu vivais dans la peur? Non, c'était vraiment le seul. Les autres moments, c'était des moments où mon unité n'était pas directement engagée. Nous avons été appelés, comme je l'ai dit d'ailleurs,
au secours d'une unité qui venait de tomber en embuscade. Et là, le spectacle de l'embuscade était complet. C'est-à-dire, il y avait des morts, il y avait mais nous n'étions pas directement mêlés, sauf après coup. De l'autre côté, il y avait quels acteurs, du coup, du côté algérien? Ah ben, du côté algérien, il y avait ce qu'on appelle les Félagas, qui étaient armés, je ne sais pas par qui d'ailleurs, enfin ils étaient armés. Si, je sais par qui, mais ça c'est de la politique. Ils étaient courageux. C'était des hommes courageux qu'on avait en face de nous. C'était pas des rigolos, hein, comme on dit. Et on sentait bien qu'ils étaient là pour l'indépendance de leur pays. Ça motive complètement, finalement, un comportement, ça. Non, c'était des gens c'était des combattants valeureux et dangereux, évidemment. Le respect de l'adversaire existe dans tous les conflits. Heureusement que ce respect pas encore, parce que ça donne une certaine couche d'humanité aux guerres et aux conflits. Mais on ne se faisait pas d'illusions, hein. Si on était pris, de respect en face, il n'y en avait pas, des deux côtés. Ah, ça non, fallait pas être pris. Qu'est-ce qui se passait toi, et ça c'est une question, voilà, je te l'ai posée la dernière fois, mais sans toi libre de ne pas répondre ou de passer. Est-ce que tu as témoigné du coup des moments de violence faits par le contingent envers un Algérien qui était pris? Non, alors ça, oui. Ce que je peux dire, c'est que dans tout conflit, dans toute guerre, le renseignement prédomine. Il faut obtenir le renseignement sur les projets, les allées et venues de l'adversaire. Bon, alors la recherche de renseignement, c'était pas une recherche, comment dire, de salon. D'où la torture qu'on imagine. Mais moi, je n'ai pas participé, comment dirais-je, personnellement à des actes de torture. Non, jamais. J'ai juste donné une paire de baffes assez violente à un mec qui nous avait dénoncé, qui avait dénoncé notre itinéraire lors d'un commando. C'était le boucher du village. Lui, il a reçu de ma part une bonne paire de baffes. C'était un exutoire. D'ailleurs, toutes les tortures sont des exutoires. Mais non, c'est tout, ça s'est arrêté là. Tu m'avais dit, je pense, quand on n'enregistrait pas, que vous avez totale confiance à cette personne-là, au boucher, et que finalement vous avez été surpris du fait qu'il vous ait... Ah, complètement surpris, oui, bien sûr. Ah ben, la surprise était totale. Ben, c'est normal, parce que ces gens-là ne se mettaient pas en avant et ne préfiguraient pas du tout ce qu'ils étaient en réalité. Est-ce qu'il y avait beaucoup de ces cas-là de difficultés pour différencier entre un combattant et un civil? Non, pas vraiment. Non. Non, l'exemple que je dis là, c'est l'exemple que j'ai vécu et qui est révélateur, effectivement, des dangers qu'on pouvait courir, même si on n'était pas en opération. On pouvait courir un danger sur un cheminement, finalement, d'un poste à l'autre, à l'intérieur même de nos, comment dirais-je, quartier général. On pouvait recevoir, comment dirais-je, un coup de revolver, un coup de pistolet, à tout moment. La peur est ignorée sur le terrain. Non, c'est un propos excessif.
On avait la peur, mais on avait surtout la volonté, finalement, de s'en sortir. Alors la peur, elle n'anéantissait pas nos moyens. Mais la peur rétrospective, elle existe aussi. C'est-à-dire que celle qui consiste à dire qu'on l'a échappé belle, et celle qui, justement, nous mobilise encore dans les opérations ultérieures. Elle est toujours présente, mais elle n'anéantit pas nos moyens. Cette peur-là, non. C'est pas la peur comment dirais-je, qu'on voit dans les films d'horreur. Non, 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 pas du tout. Cette peur-là, on l'a connue, on la connaît d'opération en opération, mais encore une fois, elle nous mobilise. Elle est mobilisatrice.